servir l'État ont cette claire conscience du rôle de l'État. Est-ce qu'ils comprennent même qu'ils travaillent pour un État? Est-ce qu'ils ne comprennent pas plus que c'est mon oncle qui m'a amené ici, des choses comme ça? Ils ne voient même pas que c'est un État qui est organisé et que l'État civil est un service, que le gars il a besoin d'un dossier pour faire un concours et il a besoin de cette pièce et il est obligé de lui donner cette pièce gratuitement. Et le citoyen vient lui dire dimbalema, sarahma. Parfois même le citoyen a peur d'attaquer directement la personne. Il cherche une intervention pour aller prendre son droit, fondamentalement. Ça, c'est un problème. Première exigence, claire conscience du rôle de l'État. Et évidemment, ça, c'est la formation. La formation et puis la sanction aussi. Si les gens ne suivent pas, il faut prendre les mesures qu'il faut pour les faire suivre, les contrôler, les surveiller. L'image que véhicule l'agent de l'État. Parfois, il y a un comportement, une image qui pose problème. C'est Jacques Foussel qui disait « La façade d'une maison n'appartient pas à celui qui la possède, mais à celui qui la regarde. » Fondamentalement. Oui, un agent de l'État avec un habillement vraiment, un comportement particulièrement arrogant, etc. Avec cette image-là, tu décourages le citoyen. Tu l'abats. Psychologiquement, il est abattu. Et faites l'expérience. Si vous avez des amis ou des gens, des enfants même, qui viennent d'Europe et qui viennent ici pour chercher un papier, le premier jour, quand ils reviennent le soir, ils ont envie de rentrer. Donc, il faut fondamentalement que les agents publics sachent qu'ils doivent véhiculer une image qui permet aux citoyens de se mettre dans les dispositions pour servir l'État. Ça, c'est un autre élément. Le principe de la neutralité, c'est un principe qui permet qui postule qu'on doit exercer sans discrimination ses fonctions. Ici, l'accueil dépend des relations que vous avez avec la personne. Et ce qui m'étonne, je me demande, peut-être que je vais vivre ça un jour, pourquoi on n'aime pas faire la queue? On ne fait jamais la queue. Même si vous faites la queue, le gars vient vous bousculer, il n'a pas de problème. Il ne comprend pas qu'il n'a aucune priorité sur l'autre citoyen. Non seulement il n'aime pas faire la queue, mais celui-même qui doit recevoir les requêtes, lui-même il déteste la queue parce que ça lui permet plus d'atteindre ses cibles. Fondamentalement. Parce que parmi les citoyens qui font la queue pour régler leurs problèmes, il y en a 2 ou 3 qui l'intéressent. Les autres ne l'intéressent pas. C'est du travail supplémentaire. N'est-ce pas? Hein? Alors, la neutralité aussi, c'est de ne pas manifester les opinions religieuses. J'ai rien contre tout le monde. Enfin, les gens qui me connaissent savent très bien que je suis profondément attaché à la religion, mais je ne comprends pas que dans votre bureau, vous puissiez mettre le poster de votre marabout. Si vous mettez le poster de votre marabout, mais le client vient vous demander un service ou bien réclamer un droit qu'il n'a pas, vous refusez, il va interpréter. L'administration est organisée de façon hiérarchique et tout, mais ce qui doit guider, c'est l'intérêt public. Donc, cette exigence d'intérêt public-là, ça doit être fondamental. Les fonctionnaires doivent également faire preuve de discrétion professionnelle. Pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ça, c'est un point extrêmement important. En effet, ces informations ne sont pas leur propriété personnelle. S'ils ont pu prendre connaissance de ces informations, c'est parce que l'État les a placés à un moment donné, à une position donnée, pour le servir. Donc, ces informations doivent servir à servir l'État. Ce ne sont pas des informations à partager avec des personnes qui, légalement, n'ont pas droit, ou bien par nécessité de service, ils ne doivent pas accéder à ces informations. Là, tous les secrets sont dans la rue. Et les gens aiment bien dire les murs parlent, mais les murs ne parlent pas.
Les murs n'ont pas d'oreilles. Comme on dit, les murs n'ont pas d'oreilles. C'est sûr, ce sont les langues qui n'ont pas de frein. C'est ça, les murs n'ont pas d'oreilles. Les murs n'ont pas d'oreilles. Si vous voyez des oreilles pour les murs, il faut montrer. Et comme on aime bien causer au Sénégal, tout ça, il y aura un truc, et ça circule. Et les gens, au début, ils disent il paraît, ensuite, ils disent plus il paraît. Il paraît saute, et puis ils affirment. Et l'information circule, paf. Je pense que le problème de la discrétion professionnelle, même avec des gens proches, il y a des informations qui ne doivent pas circuler. Et ça, c'est une exigence pour servir l'État. Et il y a des informations qui découragent le citoyen. C'est fondamental. Quand on vous dit que tel a fait telle chose et tout, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas la peine de travailler honnêtement, c'est pas la peine de faire ceci. Il faut que l'information reste dans le circuit parce que justement, il faut protéger l'État. On peut même se poser des questions aujourd'hui avec Wikileaks. Les informations sont... Ils balancent l'information dans le net, protègent leurs sources et organisent des fuites systématiquement. Alors, ça, c'est déjà un problème. Si on y ajoute notre comment dire ça, notre amour pour les Wartan, Degnako, Degmoko, alors dans le même ordre d'idée, il doit faire preuve de réserve. Le droit de réserve, c'est un autre aspect. La réserve, c'est par rapport à l'externalisation, l'extériorisation de l'information. Parce que les cadres, à un certain niveau, vous participez directement à l'exécution de la politique de l'État. Et quelle que soit par ailleurs votre opinion. C'est pour ça, et je reviendrai là-dessus, les fonctionnaires sénégalais sont vraiment des fonctionnaires à saluer, parce que quand même, il y en a qui sont d'une compétence et d'une loyauté extraordinaire. Alors, ils sont à un niveau... Parfois vous déroulez un processus extrêmement sensible, parce que simplement ceci, vous commencez un processus décisionnel, c'est à la fin que les gens doivent être au courant. Entre-temps, s'ils sont au courant, ils peuvent remettre en cause le processus décisionnel, soit par une critique politique, soit par une destruction de l'efficacité de la décision qu'on recherche. Donc, le cadre qui est au courant de l'information doit la garder. Et c'est ça la réserve. Aujourd'hui, si à ce niveau-là, il y a des cadres qui peuvent donner des informations, c'est l'État qui est menacé. Et la prise de conscience de ce phénomène-là est également une autre exigence pour mieux servir l'État. Ceux qui sont surtout concernés, c'est les cadres de haut niveau, parce qu'ils peuvent nuire les intérêts de l'État. Surtout s'il y a un lien avec l'étranger. Par exemple, on peut avoir un problème avec un pays voisin, il y a un bateau d'armes, par exemple, pays voisin, l'agent est au courant, ou bien il y a un truc de blanchiment, des informations qui peuvent même vous empêcher qui vous empêchent de dormir. Mais si ça vous empêche de dormir et que vous êtes obligé de le dire à votre voisin, il faut déménager. Il faut déménager. Si vous n'êtes pas en mesure de garder l'information, soit vous déménagez, soit vous quittez l'administration. À ce niveau-là, ça c'est extrêmement important. Alors, l'autre exigence, c'est la compétence technique, le culte de l'excellence, la rigueur, le professionnalisme. C'est des facteurs de succès qui sont des facteurs clés. L'État doit veiller et vraiment former les agents à ce niveau-là. Et ça, c'est important. Parce que quelle que soit leur bonne volonté aussi, si les gens n'ont pas la formation qu'il faut, fondamentalement, on a un problème. Et l'un des challenges maintenant le plus important pour l'agent public, c'est la probité. La probité, c'est un devoir complémentaire qui consiste à dire, toi, tu dois te consacrer à la mission que l'État t'a confiée. Parce que l'État a besoin de toi, peut avoir besoin de toi à tout moment, donc vous êtes obligé de vous consacrer sur ça. Et c'est le fonctionnaire qui a ce qu'on appelle l'obligation de servir l'État. Vous ne pouvez pas dire, oui, je suis à la maison, c'est fini, je suis rentré. Non. Quand vous êtes interpellé, vous êtes obligé de répondre. Parce qu'on vous a garanti la stabilité de l'emploi. On vous dit, vous venez au bureau de telle heure à telle heure, mais fondamentalement, tous les hauts cadres de l'administration, ils font 10 heures, 16 heures de travail ou plus. Et ils le font, je reviens là-dessus, dans des conditions extrêmement difficiles.
Donc, la probité. Cette obligation fonde l'interdiction du cumul. Vous ne pouvez pas faire à la fois occuper un emploi public et faire une activité privée lucrative. Alors là, il y a à boire et à manger. Parfois, je n'ai rien contre les médecins. Il y a eux qui consultent à l'hôpital même. Ils renvoient les vrais malades, ils les renvoient. Et les malades qui ont le ticket, ils les prennent tout de suite. Ils utilisent les instruments de l'État, la lumière de l'État. Et après, ils disent, ouais, mais l'État là, il nous fatigue, quoi. L'État vous fatigue. TVA, les gens qui vendent, ils prennent même pas, ils reversent rien du tout. Les gens qui font des opérations avec des centaines de millions de chiffres d'affaires, ils sont au forfait à 75 000 francs chez Amadouba. Donc, vous voyez un peu, la démarche, c'est que finalement, la problématique du service à l'État, c'est le citoyen lui-même. L'État a un problème, mais le citoyen, lui aussi, a un problème. Maintenant, il faut constater que cette interdiction-là n'est pas bien organisée. On ne peut pas absolument interdire à une personne qui a un emploi public, de façon absolue, sans aucune organisation, on ne peut pas lui dire « ne faites rien d'autre », alors qu'il a le temps et les moyens de faire autre chose sans conflit d'intérêt avec ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça qu'il faut organiser. Il faut organiser l'aménagement du temps pour que ceux qui en ont la possibilité, l'enseignant qui a ses heures de cours, qui a consacré le temps qu'il faut pour les recherches, qu'il puisse le faire, le médecin qui puisse le faire, mais dans des conditions fixées par la loi et que tout le monde puisse exercer ce truc. Quand quelqu'un peut faire des consultations dans des conditions déterminées, sans conflit d'intérêt avec l'emploi public qu'il utilise, il faut le régler. Si vous ne le réglez pas, alors chacun va faire ce qu'il veut. Bon, chacun va faire ce qu'il veut en pensant qu'il se cache, mais tout le monde est au courant de ce que tout le monde fait. Et tu fais une chose en ayant le sentiment que tu es en train de mal faire. Alors que fondamentalement, l'activité que tu fais est honnête, mais l'activité est illégale. Tu peux faire une activité honnête, mais qui est illégale. Et donc cette valeur morale-là d'honnêteté doit être transposée dans le dispositif législatif et réglementaire pour mettre à l'aise les agents de l'État. Surtout que leur rémunération et l'ensemble des problèmes qu'ils ont sont des rémunérations très faibles, je reviendrai là-dessus. Alors, ça c'est à mon avis extrêmement important. La gouvernance publique également, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est un facteur de paix. J'ai lu un livre d'une dame qui s'appelle Yu Dan, c'est un prof de l'université de Pékin. Alors, je pensais une chose, mais j'ai jamais su comment formuler ça correctement. Et quand j'ai lu, je vais vous citer ça. Le livre s'appelle Le bonheur selon Confucius. Il dit, je cite, « La présence très ostensible d'une catégorie de personnes devenues soudain extrêmement riches fait que les gens ordinaires peuvent éprouver un sentiment d'injustice. » C'est ça. Et c'est remarquable parce que le sous-titre du livre, ça s'appelle « Petit manuel de sagesse universelle ». Il parlait de la Chine, mais c'est partout. Le sentiment d'injustice qui est créé, c'est ça qui révolte, fondamentalement. Donc l'administration doit veiller à surveiller le comportement de ses agents, à surveiller les actions de ses agents. Parce que quand vous avez une machine publique, vous avez une machine publique. Ce n'est pas une affaire privée. Quand vous voulez faire du business, faire de l'argent, vous allez dans le privé, vous faites du business. Vous vous battez comme tout le monde. Mais vous ne pouvez pas occuper une position publique pour remplir des fonctions que nous venons de décrire, qui sont des fonctions publiques, qui sont attendues par des populations qui n'ont même pas un revenu annuel de 30 000 francs, et vous imposez à ces citoyens-là un comportement ou bien une situation qui est inacceptable. Pour la prise en charge de ces obligations, maintenant, il faut absolument remarquer qu'il y a beaucoup de facteurs limitants. Le premier facteur limitant, c'est que la rémunération, il y a beaucoup d'efforts, hein, rémunération, couverture sociale,
et tout, les distinctions même, il paraît que j'ai été décoré, c'est très bien, mais la décoration, c'est très bien, ils s'attendent encore. Les agents, ils attendent, hein? Les agents, ils attendent, c'est très bien, les agents attendent des rémunérations qui leur permettent de manger correctement, de s'habiller correctement, et ça c'est une problématique de l'État. Maintenant, tout le problème, c'est quelle réforme faut-il faire pour que l'agent puisse avoir une rémunération correcte ou des avantages matériels qui lui permettent de vivre correctement. Et ça, ce n'est pas de la morale, ça c'est des choses pratiques. Ça c'est des choses, tu viens faire un discours sur la morale à quelqu'un qui... Tu termines et tu dis, mais ce gars-là, il a réglé ce problème, c'est pour ça qu'il parle. Non, c'est comme ça. Il va dire, mais attends, qui est hein? Alors, on va dire, oui, mais c'est un agent de la fonction publique, garantit stabilité de l'emploi, c'est le prix à payer. Non, je dis, le sacrifice ne doit pas conduire à la précarité de la situation de l'agent public. Donc, voilà ce qui fait la complexité de la position de l'agent public. Voilà ce qui explique, sans le justifier, beaucoup de dérives qui sont constatées dans les services publics. Voilà ce qui explique, sans le justifier également, cet esprit pernicieux de débrouillardise qui transforme certains agents publics en affairistes. Et c'est pour ça que je comprends le professeur. Quand les gens se posent la question de savoir est-ce qu'il faut servir l'État? Parce que finalement, c'est le dédoublement qui n'est pas fait. Tu ne vois plus l'État, mais tu vois celui-là qui est en face de toi et qui te fait des misères. Voilà ce qui explique, sans le justifier, l'absentéisme aussi. Il y a des agents de fonction publique, tu viens, et puis tu disparais dans la nature jusqu'au soir. Il n'est pas loin là. Absentéisme. Récemment, il y a eu une note pour vraiment pousser les agents à respecter les horaires. Parce qu'ils vont régler d'autres problèmes. Et ça, c'est à mon avis, bon, je ne vise personne. Hein, je pense qu'il y a des gens qui sont concernés par l'histoire du bonnet là, qui me parlent. Alors, voilà ce qui doit maintenant conduire à valoriser le remarquable travail qui est fait par les agents publics, qui ne comptent plus les heures qu'ils font dans les bureaux, loin de leur famille, et qui sont malgré tout viscéralement attachés à l'intérêt public. Le sort de ces agents-là, à mon avis, doit être examiné. L'esprit de sacrifice doit être récompensé et l'obéissance à l'État doit se traduire par une attitude d'acceptation générale de la légitimité d'un ordre dont la vocation est de produire le bien-être économique et social pour tout le monde. Ce n'est pas une acceptation des situations qui vous arrangent et un rejet des autres situations. C'est une acceptation générale. Maintenant, cette soumission-là ne s'accommode pas avec l'arbitraire. Il faut que l'administration soit soumise au droit. Parce que si l'administration n'est pas soumise au droit, le citoyen n'est pas protégé. Et le mécanisme est très simple. L'État étant puissant, il dispose de prérogatives pour exercer ses missions. Il ne faut pas qu'il soit bloqué par le citoyen. Il ne faut pas aussi que le citoyen soit écrasé par l'administration. Donc, il y a des principes, le principe surtout de l'égalité, avec des mécanismes qui sont là en droit administratif surtout. Certaines règles visent à renforcer l'État pour lui permettre de garantir la continuité, tandis que d'autres protègent le citoyen. Le premier mouvement renforce les capacités de l'État. Par exemple, on lui donne suffisamment de prérogatives. Quand l'autorité a un pouvoir discrétionnaire, le juge peut ne pas faire juste un contrôle minimum, hein, pour voir s'il y a une erreur manifeste d'appréciation. Il n'annule pas à tous les coups. Il vérifie est-ce qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation. Donc c'est un contrôle minimum qui est fait en cas de pouvoir discrétionnaire. Ça, c'est une façon de protéger l'administration pour qu'elle ne soit pas bloquée dans ce qu'il fait. Il y a aussi le cas des circonstances exceptionnelles. Je vois Amit faire des signes de la tête, jurisprudence d'âme, Dol et Laurent. Donc, vous voyez clairement que parfois, la décision de l'administration est illégale, mais le juge n'annule pas parce que les circonstances sont exceptionnelles et il accepte cette décision
pour que l'administration ne soit pas bloquée dans le même cas. Dans des cas peuvent se répéter. Ça, c'est des cas, et même en matière contractuelle également, on a des cas comme ça, avec le fait du prince et tout. Ces pouvoirs-là sont contrebalancés. Il y a aussi le comportement que le juge a par rapport aux citoyens. Par exemple, le juge veille à ce que les pouvoirs de l'État ne soient pas détournés par l'autorité administrative contre le citoyen. Vous voulez sanctionner un agent, au lieu d'engager la procédure de sanction, interrogatoire, conseil de discipline et tout, vous prenez une décision qui, en fait, c'est une sanction, vous faites un détournement. Vous détournez, vous faites un détournement de procédure, ça c'est souvent annulé. Vous voulez remplacer un agent, vous ne pouvez pas le remplacer, vous faites semblant de supprimer le poste, alors que les fonctions existent, vous donnez le poste à quelqu'un d'autre. Tout ça dans le dispositif actuel du Sénégal. Ça, c'est pas ce que je dis là, c'est la réalité. On a un juge administratif, on a des procédures de recours pour excès de pouvoir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pousser les citoyens à recourir à ça en réduisant le coût d'accès à la justice, en donnant une meilleure protection, pour que l'équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt particulier soit vraiment développé. Aujourd'hui, ce serait pas mal de mettre en place une procédure de référé en droit administratif. Aujourd'hui, on a le sursis à exécution, mais vous prenez une décision potentiellement illégale, on va vers l'annulation, mais c'est comme si l'administration bénéficiait d'une exécution provisoire. On exécute quand même la décision, malgré la procédure. Aujourd'hui, on peut imaginer des procédures de référé-suspension qui permettent d'arrêter la procédure tout de suite. La loi française de 30 juin 2000 a mis en place ce système-là et qui marche très bien. Donc, à travers toutes ces procédures en cas d'urgence, on peut pousser à une plus grande effectivité de la soumission de l'administration. Ça, c'est le droit. C'est vrai. Maintenant, il faut quand même se dire certaines choses. Pour que l'État soit mieux servi, il faut absolument qu'on dépasse les considérations juridiques. La pleine conscience du rapport moral entre l'État et le citoyen n'est pas négligeable. Lorsque tous les citoyens mettront en exergue l'obligation de résister à tous les facteurs limitant leur capacité de servir l'État convenablement, et lorsqu'ensuite ils se rappelleront les efforts consentis par l'État pour leur sécurité, leur formation, leur protection ou même leur fierté nationale, lorsqu'ils s'imposeront une obligation de gratitude envers l'État, alors l'ancrage culturel de l'État connaîtra des pas importants. Oui, il faut résister à son entourage, proche ou lointain, aux pressions de tous ordres, à la gloriole individuelle et à l'absence de culture étatique. Résister à la confusion entre l'État, avec toute sa grandeur, et la faiblesse de l'homme qui est là provisoirement et qui faillit régulièrement. Il faut ensuite rembourser. Qui paye ses dettes s'enrichit. Il faut rembourser. Si tu as conscience que l'État, en tant que fournisseur de services publics, t'a donné un jour quelque chose, ou t'a servi à quelque chose, et encore, que ce n'est pas un jour, c'est toujours, il faut rembourser au maître. Celui qui vit du travail de son esclave, selon Hegel, ce maître deviendra l'esclave de son esclave. Celui qui travaille en son nom et pour son compte et qui finit par le faire oublier et devenir le maître. Ainsi donc, le serviteur de l'État travaille pour lui-même. Il travaille pour sa famille, sa patrie et surtout, il travaille pour les générations futures. Le serviteur de l'État qui, en posant un acte quelconque, garde à l'esprit qu'il est en train de participer à la construction de la demeure de ceux qui ont encore l'âge de l'insouciance, ou ceux